Dans 4 mois, jour pour jour, l'heure sera au stress, peut-être, à la fête sans doute, à la compétition dans les rues de Paris. 26 mars, 26 juillet, 4 mois nous séparent du coup d'envoi des Jeux Olympiques d'été de Paris et de la cérémonie d'ouverture sur la scène qu'on annonce comme grandiose. 15 000 athlètes, une dizaine de millions de visiteurs attendus dans la capitale entre le 26 juillet et le 8 septembre, date de clôture des Jeux paralympiques. Logement, sécurité, infrastructures sportives, transport, financement. Sommes-nous prêts? On en parle avec vous ce matin, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Économiste du sport, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Dans un instant, on va être aussi avec Benoît Perrochet, le patron des sports ici à France 24. L'un des gros morceaux, c'est les transports à Paris. Sur ce sujet-là, la patronne de l'Île-de-France a fait un point hier soir. On va voir ça en images avec Alice Brogard. On en parle juste après. À Paris, l'heure olympique se rapproche et les préparatifs s'accélèrent. Mais sur la route des Jeux, des obstacles restent-ils à surmonter? Du côté des chantiers, nouvelle étape de franchie lundi avec l'inauguration du village des médias qui doit accueillir 1500 journalistes. Le projet du village des médias, il faisait beaucoup de sens au départ pour le territoire de la Seine-Saint-Denis. Il est livré exactement dans les temps, exactement avec le niveau d'ambition qui était fixé au départ. Il y a quelques jours, les mêmes officiels inauguraient le stade Yves du Manoir, qui avait abrité il y a 100 ans les premiers JO parisiens. À 4 mois des Jeux, la plupart des ouvrages sont terminés. Mais certains chantiers accusent des retards, comme une partie du village olympique sur l'île Saint-Denis ou la piscine de Colombes qui doit être livrée début juin. Des retards aussi dans les transports. La nouvelle gare Porte-Maillot est toujours en travaux et les lignes de métro 15, 16 et 17 promises dans le dossier de candidature ne seront pas prêtes pour les Jeux. Pour acheminer les 800 000 spectateurs attendus chaque jour, la région annonce renforcer de 15% la fréquence des lignes et prévient les Parisiens, ils devront se préparer à marcher. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine. Autre défi titanesque, la sécurité. Pendant plus d'un mois, plus de 30 000 forces de l'ordre seront mobilisées chaque jour et même 45 000 durant la cérémonie d'ouverture. Une parade fluviale longue de 6 km avec 326 000 spectateurs, une jauge déjà divisée par 2. Face au risque d'attentat après l'attaque de Moscou, la France a relevé son plan Vigipirate au niveau maximal, mais les autorités assurent que la police et les services de renseignement seront prêts pour les Jeux. Et nous pensons que l'attention des services de renseignement et de la population française doit être éveillée, parce que la menace est forte, mais on n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme, et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France. Selon un récent sondage, 37% des Français attendent les Jeux Olympiques avec impatience. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. On va en détailler certains éléments avec vous, Pierre Rondeau. Rebonjour, économiste du sport. Benoît Perrochet, vous nous avez rejoint. Bonjour Benoît, bonjour, patron des sports ici à France 24. Premier gros morceau, J-H- 4 mois des Jeux Olympiques, c'est les transports intra- et extramuros à Paris. Il faut acheminer non seulement les touristes, les visiteurs des Jeux Olympiques et les Parisiens dans leur trajet quotidien. Pierre Rondeau, quand Valérie Pécresse dit qu'au pire, il faudra marcher, ça vous rassure ? Non, non, bien évidemment que non. Discours tout de même assez inquiétant à quelques mois des Jeux Olympiques. On les devine assez inquiets de l'envergure de la tâche. Après, on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein de façon assez positive, si je puis dire. En temps normal, au mois d'août à Paris, il y a moins de monde. Il y a 30 à 40% moins de Parisiens. Les Parisiens partent en vacances, quittent la capitale. Et ils partiront d'autant plus cette année. Et là, on a effectivement, avec tout ce qui est annoncé aujourd'hui, depuis 6 mois maintenant, on annonce le cataclysme dans les transports, les problématiques quotidiennes. J'imagine que beaucoup de gens vont être désincités, désintéressés par venir à Paris, par rester à Paris. Il y a même eu un appel à télétravailler pour les travailleurs parisiens et franciliens. Donc, de fait, il y aura une diminution, une réduction de l'afflux des usagers dans les transports, très certainement. Et il y a aussi un autre point qu'il faut considérer, c'est que vis-à-vis du tourisme, et donc le tourisme, les gens qui vont utiliser les transports en commun, Paris est déjà la première ville la plus touristique du monde. Et en économie, on a ce qu'on appelle un mécanisme de substitution, un remplacement lors de grands événements sportifs. Les villes touristiques font fuir lorsqu'il y a un événement sportif. Et on constate qu'une ville qui est déjà touristique, lorsque vous mettez
en place un grand événement sportif type Jeux Olympiques, type Coupe du Monde, type Euro de football comme on l'a eu en 2016, on n'a pas une augmentation du flux touristique, on a un remplacement. Les touristes culturels vont être remplacés par les touristes sportifs. Donc, mis ça bout à bout, plus le fait d'inciter à venir à pied, marcher à pied durant l'été, mis bout à bout, on peut s'imaginer qu'au final, j'ai envie d'y croire, que la situation dans les transports sera soit équivalente à aujourd'hui, vous me direz assez négative, compliquée, voire meilleure, parce qu'il y aura plus de moyens mis en place. Donc j'ai pas envie de m'inquiéter pour l'instant. Benoît ? Moi, j'ai pas envie de m'inquiéter non plus, mais on parle quand même de 10, 12, 13 millions de personnes qui vont venir pour ces Jeux Olympiques pendant 15 jours. Hein. Paris, vous l'avez noté ces dernières années, c'est l'un des plus grands chantiers d'Europe. Et les chantiers, ils ont pris du retard. Ils ont pris du retard parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a la guerre en Ukraine avec les problèmes d'acheminement de matières premières notamment, les difficultés d'approvisionnement, inévitablement. Donc ça a pris du retard. Et toutes les lignes promises ne seront pas mises en place, sont encore en chantier. Alors c'est vrai que beaucoup de Parisiens ont prévu de fuir la capitale, je crois que c'est votre cas d'ailleurs, Pauline, avec votre famille. Tous ne pourront évidemment pas le faire, certains vont devoir rester ici pour travailler. Des employeurs, on l'a entendu, ont incité leurs salariés à rester chez eux, à télétravailler. Il va falloir aussi l'organiser ça dans les entreprises, et inévitablement vous aurez quand même des lignes saturées. Valérie Pécresse hier parlait notamment du Trocadéro, qu'il faudrait sortir une station plutôt pour éviter justement l'engorgement de ce nœud, et tout ça avec un ticket qui coûtera 2 fois plus cher, 4 € cet été. Mais c'est toute la difficulté du projet de Paris 2024. Contrairement à Londres, moi j'y étais, ou à Rio, où là on avait des parcs olympiques. Je ne vais pas parler de Tokyo parce que c'est très différent, on était dans un contexte qui n'était pas intramuros. On était dans un contexte Covid où il n'y avait pas de spectateurs à Tokyo, mais à Rio et à Londres, c'était des parcs olympiques où les gens convergeaient vers le même endroit. Là, c'est toute la ville de Paris qui est concernée, plusieurs points noirs dans la ville et au-delà en banlieue. Et c'est toute la difficulté, évidemment. Et puis il y a évidemment, une autre question. Les infrastructures. Non, mais on est sur un paradoxe, en fait, c'est que dès le départ, le choix de la ville, le choix de la candidature parisienne était de faire des jeux entre guillemets low cost. Et c'est vrai qu'effectivement, pour y revenir, c'est un budget assez faible par rapport et comparativement à ce qui se fait depuis 25 ans maintenant, à un budget low cost et la compétition, les compétitions au cœur de la ville. Alors oui, c'est très bien pour la carte postale d'avoir des choses au Trocadéro, à la Tour Eiffel, au Champ de Mars, aux Invalides. C'est vraiment assez intéressant, si je peux dire, et symboliquement fort. Mais de fait, on va directement altérer le quotidien des Parisiens. C'est vrai qu'à Rio, les infrastructures étaient à 20-30 km de la ville et les gens convergeaient vers ces centres sportifs. Là, on aura des compétitions au cœur de la ville de Paris, avec les transports en commun, avec les habitants, avec les travailleurs. Donc, c'est d'autant plus compliqué. Sachant qu'il y a un autre sujet aussi, c'est l'accès des personnes en situation de handicap dans le réseau de transport parisien. On sait ce que c'est de prendre le métro à Paris, mais on a beaucoup de sujets dont je voudrais qu'on parle. Donc on va un peu avancer sur les travaux des infrastructures sportives. Là, a priori, Benoît, le calendrier est tenu, bon an? Oui, concernant les infrastructures, tout va être prêt. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures à créer spécialement pour ces Jeux Olympiques. Le village olympique, c'est le village olympique, ça c'est fait. L'aréna de Porte de la Chapelle, elle a été inaugurée en février. Et puis le centre aquatique qui est situé juste en face du Stade de France, lui, il va être inauguré en mai prochain. Le Stade de France, il est aux normes. Déjà, c'est un grand nettoyage, une cure un peu de rajeunissement pour le Stade de France avec une nouvelle piste d'athlétisme. Mais bon, les infrastructures, il y a beaucoup d'infrastructures éphémères sur le Champ de Mars, au Grand Palais, à la place de la Concorde. On a Roland-Garros. Roland-Garros est également modernisé avec le toit sur le cours central. Il y aura un nouveau toit sur le cours Suzanne Lenglen. Il y a Versailles, évidemment. Il y a le Parc des Princes, il y a Jean-Bouin, il y a Bercy. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments déjà. Et sur la question des coûts, justement, pour l'instant, pas de mauvaise surprise? Alors, ce matin, le patron de la Cour des comptes, monsieur Pierre Moscovici, a annoncé qu'il allait avoir un audit justement des budgets consacrés aux Jeux Olympiques après l'événement et qu'il ciblait d'ores et déjà des dépenses publiques de l'ordre de 3 à 4 milliards. Pour bien comprendre l'idée, que vous avez deux budgets, deux entités liées directement aux Jeux Olympiques. Vous avez le COJOP, qui lui est essentiellement un fonds privé. Il y a 175 millions d'euros d'apport public. Le reste, c'est billetterie, droit TV, marketing, merchandising, sponsoring. Donc c'est vraiment un fonds privé
et indépendant financièrement. Et c'est pas là-dessus que l'État, les impôts, les contribuables vont apporter des dépenses. Mais en revanche, il y a la Solidéo. La Solidéo, c'est les infrastructures qui vont... Alors, on pourrait y venir. Est-ce que c'est une dépense, un coût ou un investissement? Mais la Solidéo, elle a un budget d'ores et déjà de 4 milliards. Il y aura très certainement un dépassement budgétaire parce qu'il faut rattraper les retards cumulés lors des confinements et du Covid. Parce qu'il y a eu Et des la coûts. sécurité. La sécurité, là, qui ça va être paye très important, la sécurité, pour assurer la sécurité publique. L'espace public, c'est le ministère, donc c'est nous directement le contribuable, et il faut assurer cette sécurité. Donc à ce niveau-là, il y aura des dépenses, effectivement. Il y aura très certainement, comme on le voit depuis toujours, un dépassement qu'il y a déjà aujourd'hui, parce que rappelez-vous, en 2017, le budget de candidature ciblé sur un budget de 6,8 milliards. On a 8,8 aujourd'hui, on va atteindre les 9, voire les 10, très certainement. C'est en deçà de la moyenne de long terme sur des Jeux Olympiques. Ça pourrait être enfin moi c'est ce que je lisais hier, en tout cas les troisièmes jeux les moins chers depuis 88. Ah oui, bien. Mais il y aura bien quand même sûr. un coût supplémentaire pour le contribuable. Ah bah Pierre, alors, ce que vous dites. En fait, si vous voulez, si on va être très rigoureux, je dirais, sur la démonstration, sur l'apport public estimé, escompté initialement sur les 6,8 milliards, vous aviez 3,8 milliards environ sur l'apport COJOP, donc privé, et la différence apportée par l'État. Donc disons 3 milliards. Et dans le PLF, donc le projet de loi de finances 2021, l'État a voté une sécurité budgétaire de 3 milliards en cas de dépassement. Donc depuis 2021, il y a dans les coffres du Trésor public 3 milliards où on peut se servir, piocher dedans en cas de dépassement. 3 milliards, c'est sur un budget escompté initialement de 6,8. Autrement dit, 9,8. Si on est à 9,8 milliards budget total en septembre 2024 ou en deçà, il n'y aura pas de dette, il n'y aura pas de levée d'impôts, il n'y aura pas de problématique comptable. Si on est à 9, 10, 11, 12, si on a un dépassement réel, là, effectivement, il faudra dégager de l'argent. Et dégager de l'argent, c'est soit s'endetter, soit lever un impôt. Sur la sécurité, on l'a évoqué, Gérald Darmanin a dit qu'on allait être prêt. Benoît, on sera prêt ? On sera prêt, c'est ce que disait Pierre, qu'on allait faire appel évidemment sans doute à l'armée pour sécuriser. Il y a le défi évidemment de la cérémonie olympique. Les jauges ont été rabaissés quand même déjà. Oui, on est à 326 000. 326 000, une partie payante, une partie gratuite. Et puis il y aura évidemment aussi tous ces spectateurs qui seront sur les balcons des immeubles qui longent la Seine. Donc tout ça, il va falloir le sécuriser évidemment. Est-ce que ça l'est aujourd'hui? C'est un défi, en tout cas, évidemment, pour Gérald Darmanin, pour la préfecture de police, pour le ministère de l'Intérieur. C'est la première fois de l'histoire qu'une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques qui va être suivie par le monde entier va se dérouler sur la Seine, sur un fleuve. 6 kilomètres à sécuriser, tout de même. Ça représente un défi extraordinaire pour les forces de sécurité. Et puis autre défi, c'est ça le dernier qu'on va évoquer ce matin, le temps court vite, celui de l'engouement d'une société. Ce chiffre qu'on évoquait à l'instant, seuls 37% des Français se disent aujourd'hui impatients de ce rendez-vous. C'est quand même loin d'être la majorité des Français. Pierre, parce que est-ce que vous pensez que ça compte dans l'ambiance, l'image que donneront les Jeux, le soutien ou non des Français? Oui, mais je pense aussi que culturellement, les Français sont des êtres assez particulier. Grincheux. Moi le premier, grincheux avant, heureux pendant et fier après. Là, surtout s'il y a des médailles. Surtout s'il y a des médailles. Mais moi je me rappelle qu'avant chaque compétition, que ce soit 98, 2006, 2018 ou d'autres en football ou ailleurs, on aimait se plaindre effectivement de l'équipe, du niveau sportif. Est-on une nation sportive? Accordons-nous de l'estime et de l'intérêt aux sportifs? Sommes-nous capables d'organiser des Jeux Olympiques? On aime critiquer, c'est l'esprit français, l'esprit révolutionnaire. Mais au moment de la compétition, je pense qu'il y aura un engouement. Et encore plus, effectivement, s'il y a des résultats, oui, on ira célébrer, on fera la fête et on sera content. J'en suis persuadé. Je me connais et je connais les Français. Ce qu'on dit actuellement, c'est parce qu'on est viscéralement attaché à un esprit révolutionnaire. Benoît. Non, c'est vrai que la fièvre olympique, on ne la sent pas réellement là pour l'instant. Il y a un indicateur qui va nous montrer beaucoup de choses. Ce sera le 8 mai, l'arrivée de la flamme olympique avec le Belém. Les images sont extraordinaires dans le Vieux-Port à Marseille. Ce sera en fin de journée. Et puis le Tour de France après qui va être un beau rendez-vous. Et là, pour le coup, un rendez-vous populaire, plus peut-être d'ailleurs que les épreuves. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous en parler. Benoît, nous, on sera prêts pour les JO. En tout cas, on en reparlera bien sûr d'ici là. Merci beaucoup, Pierre Rondeau, économiste du sport. On vous écoute notamment sur l'Équipe TV. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24.